Bonsoir Frédéric Valtou. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération hospitalière de France. Vous représentez les 1100 hôpitaux publics du pays. Le projet de loi de santé a été présenté ce matin en Conseil des ministres. On va détailler avec vous les mesures concrètes. Mais d'abord, ce plan, est-ce que c'est un plan de plus ou c'est un plan qui va dans le bon sens ? Alors, c'est un plan de plus et j'espère qu'il va dans le bon sens. En tout cas, pour l'instant, l'intention est bonne et j'espère que c'est surtout pas un plan pour rien. Parce qu'on a beaucoup fait des plans, notamment plan hôpital, etc., ces dernières années, mais la situation de l'hôpital ne s'est pas améliorée et la situation du système de santé en général ne s'est pas améliorée. Donc là, on attend du concret et dans les énoncés donnés par Emmanuel Macron en septembre, puisqu'il a donné la feuille de route en septembre, ce projet de loi, c'est la déclinaison, c'est une partie de la déclinaison de tout ça, ça va dans le bon sens. Alors justement, le gouvernement dit l'objectif, c'est de réduire les inégalités en proposant un meilleur accès aux soins. Alors, comment est-ce qu'on fait pour proposer un meilleur accès aux soins quand on sait qu'il y a de moins en moins de médecins, en tout cas qu'il en manque, plus d'un poste sur 4, je crois, n'est pas pourvu à l'hôpital. C'est quoi la solution ? Est-ce que c'est, par exemple, cette fameuse suppression du numerus clausus ? C'est le quota des élèves des étudiants médecins. Voilà, exactement. Ben alors, la suppression du numerus clausus, ça, c'est positif, mais ça aura des effets dans 10 à 15 ans. Donc, on a un peu de temps avant de voir arriver, j'allais dire massivement, si on peut dire ça comme ça. On verra ce que ça donne sur l'attractivité de l'enseignement de médecine. Mais on a un peu de temps avant de voir arriver les nouvelles générations de médecins en nombre. Donc, en attendant, il faut s'unir, il faut main dans la main, médecins hospitaliers, publics, médecins libéraux, privés. Il faut inventer des modes de travail qui fassent mieux coopérer les uns et les autres pour que sur les territoires, effectivement, on réponde à cette angoisse des Français de voir de plus en plus leur système de santé se déliter. Se déliter. En même temps, il y a quand même 260 000 médecins sur le territoire. C'est un paradoxe. C'est paradoxal, parce que c'est quand même un très gros chiffre. Ben oui, c'est un paradoxe français, c'est-à-dire on dit souvent on manque de médecins. Non, on ne manque pas de médecins, puisqu'il n'y en a jamais eu autant inscrits au Conseil national de l'ordre des médecins. Mais alors néanmoins, ils sont où ces médecins ? Est-ce que c'est parce qu'il y a de plus en plus de patients, ou est-ce qu'ils sont occupés à d'autres tâches et du coup, pendant ce temps-là, ils n'ont pas le temps de recevoir les patients ? Alors, il y en a beaucoup qui ont lâché prise. D'abord parce que l'exercice à l'hôpital, il est compliqué, il s'est tendu ces dernières années, et il y en a beaucoup qui lâchent l'affaire, si on peut dire ça comme ça. Et puis, c'est pareil, l'exercice en libéral, le modèle du médecin tout seul qui voit passer de 8h du matin à 21h le soir, toutes les demi-heures, ou je ne sais pas à quel rythme, des patients toute la journée, c'est plus non plus un modèle qui fait rêver les nouvelles générations. Donc, il faut réinventer une manière d'exercer. Ce projet de loi, entre autres, enfin cette réforme, parce que le projet de loi, ça n'est pas tout, cette réforme, entre autres, elle essaie de promouvoir un nouvel exercice médical en faisant mieux travailler les uns et les autres. Je suis médecin généraliste, je vais pouvoir aller peut-être faire du temps médical aussi à l'hôpital de proximité, et donc travailler en équipe, travailler différemment que tout seul dans mon cabinet. Se retrouver dans des sortes de maisons de santé. Oui, enfin ces hôpitaux de proximité sur lesquels on attend beaucoup. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas dit ce qu'il mettait dans hôpital de proximité, quel niveau de service. Alors oui, on va y revenir, parce que sur ces hôpitaux de proximité, justement, ce qu'on a quand même compris, c'est qu'en gros, il n'y aurait pas de médecine lourde, donc pas de chirurgie, pas de service de maternité, plutôt de la médecine générale, de la radiologie, de la gériatrie. C'est de la médecine, c'est une prise en charge de premier recours. Ce qui est important, c'est qu'elle maille bien le territoire. Une angoisse des Français à laquelle il faut répondre, c'est effectivement ces déserts médicaux, qui sont d'ailleurs pas qu'en zone rurale, mais qui sont maintenant en ville. Le premier désert médical de France, c'est l'Île-de-France, et c'est la Seine-Saint-Denis, c'est les quartiers est de la ville de Paris. Donc, bref, ces hôpitaux de proximité, ils sont pour fixer une offre médicale qui, effectivement, n'est pas le plateau chirurgical intégré, hyper dans toutes les spécialités compétents, mais c'est une première prise en charge. Alors, on va travailler avec le gouvernement pour voir ce qu'il y a dedans. Mais vous avez vu Agnès Buzyn, justement, hier soir, je crois, vous en avez parlé bien sûr qu'on en a parlé. Dans ces hôpitaux de proximité. J'étais avec les associations d'élus, on est très attentifs à ça, parce que l'un des enjeux de la réforme, c'est effectivement de fortifier la proximité. On a créé, il y a quelques années en France, c'était il y a très longtemps déjà, on a créé des CHU, des centres universitaires, des centres hospitaliers universitaires, qui font, j'allais dire, la grandeur de la France, et qui font la notoriété de sa médecine. On fait la recherche, on fait de l'enseignement,
temps, et on a la concentration d'activités hyper pointues. Mais ça, c'est le haut du sommet. Il y a la base du sommet, c'est les territoires de France. Alors et justement, c'est cette l'association proximité des qu'il maires faut est très travailler. critique sur Oui, sur elle est ces hôpitaux. critique. Voilà ce qu'ils disent quand même. Je vous cite le vice-président. C'est un abus de langage d'appeler hôpital de proximité ce qu'on aurait appelé dispensaire il y a quelques années. Non, là, pour le coup, on ne peut pas dire ça comme ça. D'abord parce qu'on pratique la médecine différemment, parce qu'il faut voir si dans les hôpitaux de proximité, on ne peut pas faire aussi de ce qu'on appelle la télémédecine. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vous n'avez plus besoin d'être toujours en face de votre médecin. Bien sûr qu'il faut le rapport au médecin, c'est les yeux dans les yeux. Mais il y a un moment, on voit aussi que par rapport à il y a quelques années, il y a des pathologies chroniques, des maladies chroniques qui montent. Celui qui est diabétique et qui est suivi pendant des dizaines d'années, il n'a pas forcément besoin à chaque fois d'aller se déplacer jusqu'à son médecin. Il peut être suivi de temps en temps depuis une télécabine de consultation où on va prendre des indicateurs Ou derrière de santé. son ordinateur. Oui, où on va lui faire une petite prise de sang sans qu'il ait besoin d'aller directement voir le médecin. Donc il y a aussi une évolution des techniques de prise en charge, une évolution des techniques médicales qui fait que c'est un peu caricatural de dire dispensaire. Parce qu'aujourd'hui, il faut arriver à organiser ce qu'on appelle un parcours de soins depuis la proximité jusqu'à ces plateaux intégrés. En même temps, en 4 ans, il y a quand même près d'une centaine d'hôpitaux qui a fermé en France. C'est une réalité, on va voir les chiffres. 1458 hôpitaux, voilà, en 2013. Il en reste 1363 en 2017. Ces fermetures, c'est indispensable ? On n'a pas le choix. Alors, ces fermetures, d'abord, c'est quelques dizaines, hein, donc il faut voir, c'est aussi des regroupements qui ont été opérés, c'est des réorganisations. La carte hospitalière, elle n'est pas figée dans le marbre, hein, d'abord parce que les techniques médicales, je le disais tout à l'heure, évoluent, et donc il n'y a pas de raison à ce qu'on on fige la carte hospitalière. Il y a, dans les métropoles, vous savez, il y a eu des reconstructions, on partait de 3-4 dans les grandes villes, on partait de 3-4 hôpitaux, on n'en a fait plus qu'un. Il y a beaucoup de grandes villes qui ont fait comme ça. C'était redondant dans les services proposés, etc. À Paris, on a fermé des hôpitaux et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus d'hôpital à Paris. En même temps, il y a quand même des exemples type maternité qui reviennent beaucoup. Oui, là, on a quand même la moitié des maternités qui a fermé en 20 ans. Je vous propose, et puis on réagit après, d'écouter des mamans justement dans la Drôme qui décrivent des conditions d'accouchement plus que précaires. J'ai accouché en une demi-heure. Il faut 1h30 de route pour aller de chez moi à l'hôpital de Valence ou de Montélimar ou de Gap. J'aurais pas pu aller, j'aurais accouché dans ma voiture ou dans le camion des pompiers. On a toutes les deux accouché très vite de nos premiers enfants. Donc forcément, le temps de trajet peut correspondre au temps de l'accouchement. Vous comprenez ces femmes qui ont peur d'accoucher au bord de la route ou dans un camion de pompiers. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'elles diraient si on leur disait on a maintenu une maternité à côté de chez vous, mais on n'est pas sûr que le jour où vous arrivez, il y a un médecin, parce qu'on n'a qu'un médecin, et qu'il faut bien qu'ils prennent des vacances, il faut bien qu'ils prennent des congés, il faut bien qu'ils dorment de temps en temps, sinon ça sera une sage-femme, et encore on n'est pas sûr non plus qu'elle soit là, etc. Vous voyez, donc quand la qualité des soins, quand la qualité de la prise en charge, quand la sécurité est remise en cause, il vaut mieux effectivement fermer une maternité plutôt que de laisser penser qu'en sécurité, on peut aller coucher dans certains endroits. Or, le drame de ces maternités qu'on ferme, c'est pas qu'on veut fermer des maternités par plaisir. Il y a quand même des femmes qui doivent aller accoucher du coup transportées en hélicoptère. Enfin, c'est quand même incroyable. C'est vrai qu'il faut regarder la spécificité de certaines zones éloignées, de certaines zones de montagne, de certaines zones spécifiques où effectivement, là, il faut peut-être faire du cas par cas, effectivement. Mais globalement, les maternités qu'on fermait, c'est des maternités où on n'était plus capable de mettre des forces médicales suffisantes pour assurer une ligne de garde en sécurité. Un de vos combats, c'est aussi la pression budgétaire qui pèse sur les hôpitaux. Selon le gouvernement, 30% des dépenses de soins sont inutiles. Sur un budget de plus de 200 milliards d'euros, c'est pas une mince affaire. Comment on explique ce chiffre ? On explique ce chiffre par c'est la déperdition du système, c'est les actes redondants. C'est par exemple, vous faites des examens en ville parce que, je sais pas, des radios, etc. Vous arrivez à l'hôpital, l'hôpital n'a pas votre dossier, ou vous l'avez vous-même oublié, donc on vous fait faire les examens, où le médecin va dire autant les faire refaire. Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses, mais où c'est des actes de confort. On opère, il y a en France des établissements qui font de la cataracte toute la journée. Donc là, on peut faire des progrès. Là, on peut faire des progrès parce qu'il faut voir si les actes sont utile ou pas. 30%, c'est énorme. Et avec les gains qu'on fera, là, on peut réinvestir dans les salaires des hospitaliers qui sont très faibles, dans les locaux hospitaliers qui sont très faibles, dans la consultation à 25 € du généraliste qui est aussi très faible. Eh bien, merci. Merci Frédéric Valtouf, président de la Fédération hospitalière de France. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur l'explosion des actes antisémites en France. C'est dans l'air, c'est dans un instant. Ne bougez pas.